Mais je m'appelle Bruno Cambounet. Je travaille chez Sopra en direction de la recherche, mais j'ai d'autres vies qui continuent en parallèle. Et l'open finance, c'est vraiment un sujet, et l'open banking d'une manière générale, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis penché depuis des années, dans différentes industries, avant de me focaliser sur la finance et sur la banque en particulier. Donc aujourd'hui, et en particulier en voyant l'année 2023, tout ce qui s'est passé cette année, le paquet à la fois réglementaire qui est arrivé sur la DSP 3 et surtout sur le PSR, donc le règlement européen qui a été proposé par la Commission fin juin, pardon. L'open finance plus largement avec FIDA, mais ça on va peut-être pas trop en parler aujourd'hui. Comment dirais-je, Dora, enfin l'ensemble des réglementations qui arrivent, plus Apple qui fait parler de lui, plus que les applications d'ailleurs qui étaient antérieures dans les technologies Android, mais pour la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on atteint une certaine maturité dans le domaine des usages de l'open finance, plus particulièrement sur le paiement. C'est de ça dont on va parler. Et vraiment, je suis ravi d'accueillir sur cette table ronde donc, Sophie Rémy-Marot qui représente Fintecture, qui nous dira quelques mots. Je crois que tu es vice-présidente à la fois Product Marketing et Partenariat. Donc, bienvenue. Et Guillaume Broutard, qui est chez Verifone. Alors, c'est l'opposé. Fintecture est né dans les paiements, sur l'initiation de paiement, une fintech. De l'autre côté, une belle boîte qui existe depuis 40 ans, je crois, et qui est vraiment au service des marchands sur les paiements et qui va nous parler des évolutions, justement. Donc, bienvenue. Et puis, pour lancer les choses, peut-être une première question pour vous deux sur comment vous voyez les axes d'innovation dans les paiements, vu de vos fenêtres. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Guillaume, pour nous faire un petit résumé des épisodes précédents. Avec plaisir, merci Bruno. Ravi d'être ici avec toi et avec Sophie pour partager cette table ronde sur l'innovation dans les paiements et pour les commerçants. Donc je suis Guillaume Broutard, le directeur général France et Benelux de Verifone. Verifone, c'est effectivement un leader mondial du paiement qui existe depuis plus de 40 ans et qui permet à tous les commerçants dans le monde d'accepter les paiements par carte, en magasin ou en ligne. Et aujourd'hui, un paiement carte sur deux dans le monde passe par nos produits ou solutions. Donc, en échangeant avec Bruno et Sophie pour préparer cette table ronde, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un petit peu l'évolution des paiements au cours des dernières années. Ce que je trouve intéressant, c'est de signaler qu'avec la digitalisation des paiements qui a eu lieu déjà une bonne vingtaine d'années, on est passé d'un monde où le paiement devait absolument être fiable et sécurisé. Bon, ça, c'est la base et c'est toujours le cas, bien évidemment. À un monde où il est devenu un peu plus ouvert et multicanal. Le paiement n'intervenait plus uniquement dans les magasins, mais également en ligne. Et donc, c'était une nouvelle contrainte, une nouvelle opportunité également pour les commerçants et pour le consommateur. L'évolution ensuite, c'est qu'il est devenu omnicanal. Gérer deux canaux différents de paiement était une contrainte aussi supplémentaire pour les commerçants. Et donc, le fait de réunir ces flux dans un back-office centralisé leur a permis d'avoir une meilleure aisance pour la gestion de ces transactions. L'omnicanalité a ouvert aussi une nouvelle compréhension, un nouveau monde. Et l'évolution de l'omnicanalité, ça a été le commerce unifié et donc les data qui viennent de toutes ces transactions, de tous ces commerçants. Et de là, les commerçants ont pu prendre un peu de recul et mieux comprendre le comportement de leurs consommateurs, quel pourcentage tel consommateur allouait ses paiements en ligne, quel était le taux de conversion, le taux d'abandon en ligne, ou quelle partie des paiements qui avaient commencé en ligne se terminait en magasin. La dernière évolution, maintenant que ces commerçants ont une multicanalité, omnicanalité, compréhension de leurs consommateurs grâce à ces données,
c'est quels services ils peuvent donner en retour, issus de cette compréhension. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur le service financier embarqué directement dans les paiements, qui permet à un consommateur de décider de payer en plusieurs fois, d'échelonner ses paiements ou de payer de façon instantanée. Et je pense que la vraie innovation aujourd'hui, ça va être comment transformer ce paiement qui, à l'origine, devait absolument être invisible, caché de tous, comment le transformer en service à valeur ajoutée pour le consommateur et pour le commerçant. Et aujourd'hui, ça va passer par des parcours clients. Et donc le parcours client, via ces solutions omnicanales, me semble être aujourd'hui l'innovation la plus importante qui va augmenter la satisfaction du consommateur et générer un avantage concurrentiel pour le commerçant. Voilà. Je vais compléter parce qu'effectivement, je trouve que quand on aime l'innovation, c'est assez passionnant de travailler dans le paiement en ce moment parce qu'il y a un terreau assez exceptionnel réglementaire. Tu en as dressé un petit peu les contours, Bruno, dans l'introduction. Mais en fait, les changements réglementaires viennent ouvrir les vannes de l'innovation à proprement parler depuis quelques années. Et c'est vrai que le paiement est au cœur de notre quotidien et donc évidemment, il va suivre des transformations importantes dans les usages, les parcours, tu l'as évoqué, l'omnicanalité. On a vu beaucoup d'innovations sur le mode de paiement en tant que tel, mais beaucoup d'innovations qui concernaient finalement les achats du quotidien, des wallets pour payer finalement demain sa baguette de pain plutôt que sortir sa monnaie, etc. Et la réglementation, et notamment la DSP2, et avec je sais pas, une dizaine de textes là en moins de 6 mois qui arrivent avant les élections européennes, avec l'arrivée de la DSP3, etc., on vient ouvrir les vannes aussi et les possibilités d'innover sur d'autres choses. Et c'est ce qu'on fait chez FinTecture, c'est qu'en fait, on vient s'attaquer au mode de paiement traditionnel qui est le virement bancaire. Et là, on vient finalement innover aussi sur la méthode de paiement en tant que telle. Innover sur la méthode de paiement en tant que telle, ça veut dire quoi quand on s'attaque au virement bancaire? Ça veut dire qu'on peut venir non plus innover dans les achats du quotidien, mais aussi les achats dits stratégiques dans le B2C, c'est-à-dire les achats qui dépassent 500 000 euros dès que vous achetez, vous en tant que particulier, une cuisine, une piscine, je vous le souhaite, même si à Paris c'est peut-être plus compliqué, ou enfin, voilà, des différents achats assez conséquents, les paiements cartes ou les autres innovations qui ont eu lieu, qui reviennent un peu transposer les habitudes de la carte, ne sont pas adaptées pour des questions de plafond. Alors, on retombe finalement sur une barrière assez simple. Et donc, à ce titre-là, quand on ne peut pas utiliser ces innovations liées au paiement carte, ça veut dire retomber, entre guillemets, dans les vieilles méthodes de paiement que sont le virement bancaire traditionnel ou le chèque, avec un certain nombre d'irritants. Or, aujourd'hui, la technologie est capable d'enlever tous ces irritants, en fait. Tant pour le payeur, de ne pas avoir de saisie, en fait, par exemple, d'un IBAN, d'attendre une confirmation de la validation du bénéficiaire, etc. C'est ce que la DSP2 a permis avec l'open banking, de pouvoir aujourd'hui initier un virement de compte à compte avec une technologie embarquée qui embarque un certain nombre d'informations pour le marchand et qui permet complètement de réconcilier ses paiements. Donc on vient, voilà, et quand je dis innovation, il y a évidemment ce qui est permis par la réglementation, on vient de l'évoquer avec l'ouverture des API bancaires permises par la DSP2, mais il y a aussi un certain nombre de briques technologiques, les API, l'algorithmie, etc., qui en fait sont capables aujourd'hui de complètement transformer ces méthodes de paiement traditionnelles et de pouvoir adresser tous les cas d'usage que tu évoquais, parce que sinon, pour suivre les usages, payer sur un site e-commerce ou payer en magasin par virement bancaire, ça restait quand même très compliqué. Je veux dire, ça crée une rupture de parcours, ça crée un délai, on risque de perdre la vente. Aujourd'hui, avec la technologie, on est capable d'avoir un paiement par virement qui soit aussi fluide que la carte bancaire et qui est donc capable d'adresser l'ensemble des nouveaux usages que tu as évoqués dans son omnicanalité. Oui, ce que je trouve intéressant là, en vous écoutant, c'est deux choses. La première chose, c'est que vu du client final, on veut de la simplicité tout en lui garantissant la sécurité de ses actions, parce que accéder à un compte bancaire, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc la réglementation a beaucoup travaillé sur, effectivement, en anglais on parle de level playing field, en français on va être plus imagé, on va parler du terreau, mais le terreau réglementaire qui permet de baser tout ça. J'ai envie de dire que tout ce qui est open banking, PSD2, PSD3, PSC, enfin tous ces sigles un peu, comment dire, sont réservés à un petit écosystème de techniciens, de payment service providers, etc., etc. Mais tout ça pour la simplicité du parcours vu du client. Ce qui est
encore plus intéressant, je trouve, et peut-être tu pourrais rebondir là-dessus, Sophie, c'est pour le marchand. Le marchand, c'est intéressant qu'il sache comment ça va se passer, le virement de banque à banque, etc. Mais le marchand, lui, ce qui compte, c'est d'être payé éventuellement rapidement, en tout cas d'être sûr d'être payé. C'est éventuellement comment dirais-je, de garder son client, donc qu'il ne parte pas parce que c'est trop compliqué, parce que ce qu'on lui demande, etc., etc. Donc à la limite, peu importe tout ce qui est fait derrière par l'ensemble des acteurs dont c'est le métier, d'assurer la sécurité du client, etc., etc. Mais peut-être tu pourrais nous parler des bénéfices plutôt marchands dans son quotidien à lui. Alors, je te rejoins complètement, c'est-à-dire que ce terreau réglementaire, c'est un sujet d'initié. Bon, il permet quand même aujourd'hui de pouvoir orchestrer cette innovation. Mais le marchand, lui, ce qui l'importe, c'est d'avoir une méthode de paiement qui soit efficace, sécurisée, tu l'as évoqué. Et pour moi, on rencontre évidemment beaucoup de marchands aujourd'hui chez FinTecture. Et moi, je me rends compte que ce qui est important pour eux, c'est trois choses. C'est quand même l'adoption, c'est-à-dire qu'in fine, c'est quand même une méthode de paiement qui va lui permettre de garantir sa conversion. Et sur le e-commerce notamment, c'est clé. C'est-à-dire que le paiement, ça reste quand même l'étape clé dans un parcours e-commerce. Et investir massivement dans une plateforme, dans l'exposition d'un catalogue, dans un trafic en ligne, etc. et échouer la vente au moment du paiement, c'est quand même une perte sèche importante. Donc, avoir les bonnes méthodes de paiement qui viennent maximiser la conversion, ça, c'est clé. Et donc, ça veut dire avoir des méthodes de paiement qui sont aussi très fluides. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en rajoutant cette option de virement digitalisé qui permet en fait de ne pas louper de vente et même éventuellement de récupérer les ventes qui échouent par carte bancaire. Je peux partager cette stat parce que c'est public. On travaille avec le groupe ADO, Leroy Merlin, Bricoman, qui ont des clients tant B2C que B2B. Et par exemple, Bricoman, avec qui on travaille beaucoup sur sa clientèle B2B, nous indique qu'aujourd'hui, grâce à FinTecture, ils récupèrent 30% des paiements qui échouaient par carte bancaire. Donc c'est énorme en fait, l'impact sur leur chiffre d'affaires est énorme. Donc ils viennent vraiment chercher du chiffre d'affaires additionnel. Je veux dire, ça c'est clé pour eux, c'est évidemment de la croissance. La croissance, elle est liée à l'efficacité de la méthode de paiement, elle est liée à l'efficacité du parcours payeur, tu l'as évoqué, et elle est liée à l'adoption du payeur. Et nous, on voit que sur ces sujets aujourd'hui, nous on a déjà plus de 700 000 payeurs uniques qui utilisent FinTecture. Et ce n'est pas tellement le nombre qui m'importe en fait, même s'il commence à être significatif et qui témoigne d'une véritable adoption. Ce qui est le plus important, c'est de regarder la part de payeurs qui réutilisent la méthode de paiement. Surtout quand on introduit une innovation. C'est-à-dire que, évidemment, la carte bancaire, maintenant, c'est complètement ancré dans les usages, mais quand on introduit une nouvelle méthode de paiement, c'est est-ce que le payeur, il est satisfait, il revient, il réutilise. Et là, nous, on a 40 à 50% de payeurs qui reviennent et qui réutilisent FinTecture. Donc, ça veut dire que le parcours, il y a une adoption et donc on vient garantir la conversion. Maintenant, tu l'évoquais côté marchand, c'est quoi aussi l'essentiel? C'est la sécurité du paiement. Parce que le paiement, on ne peut pas se permettre, j'allais dire, on touche à l'argent des gens, si je dois être très basique. Et donc, on se doit d'être absolument sécurisé. Et bon, là, nous, c'est vrai qu'on investit massivement dans la lutte antifraude parce que ça reste évidemment essentiel pour le marchand. Et puis, l'autre proposition de valeur pour le marchand, tu l'as indiqué aussi, c'est en fait derrière l'outil de paiement qu'il va utiliser, c'est comment je fluidifie mes opérations. Donc ça vaut pour la carte, mais le virement, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que si vous payez par virement ou par chèque, vous introduisez un délai dans le paiement, vous introduisez un risque dans la perte de la vente, mais ensuite vous introduisez un risque dans vos opérations parce que la personne qui saisit un virement ne va pas saisir la bonne commande, ne va pas forcément saisir le bon montant. Donc c'est une galère en réconciliation pour les équipes comptables. Vous perdez du temps et le temps, c'est précieux, notamment dans le e-commerce, où si vous êtes en capacité d'avoir une méthode de paiement qui vous retourne un statut immédiat, eh ben vous êtes capable de livrer immédiatement et donc d'être mieux disant par rapport à la concurrence. Voilà aujourd'hui ce que les marchands cherchent, c'est-à-dire que ce n'est pas, bien sûr, l'innovation, ils y sont sensibles, il y a des personnes comme tout le monde ici dans cette salle qui regardent ça avec plus d'attention que d'autres, mais c'est surtout quelle proposition de valeur je viens leur apporter dans leur business. Et c'est du chiffre d'affaires, de la sécurité et des opérations plus fluides, donc la capacité de livrer et de faire plus de ventes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on achète sa baguette de pain, quand on achète sa télé, etc., on n'a pas envie de payer le moyen de paiement pour payer sa télé ou je ne sais pas quoi. Autant là, on est dans la situation en tant que client final avec un partenaire, le marchand, dans la chaîne de valeur qui est prêt à payer pour l'innovation apportée par les paiements. Donc on dépasse le moyen de paiement pour apporter notre conversion,
une réduction de taux de drop-out, et ça se monétise. Et ça, le marchand est prêt à le payer. Ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, je voudrais revenir sur les histoires de cartes, parce que finalement, il y a pas mal de débats entre la carte versus les paiements compte à compte. Et on voit qu'il y a toutes les technologies pour faire de telle sorte que le paiement compte à compte puisse devenir vraiment un moyen de paiement opérationnel et rentable finalement pour tout le monde, et intéressant pour le client final. Qu'en est-il des cartes? Est-ce que les cartes vont se faire manger finalement par ce moyen-là, ou est-ce que, comment tu vois les choses, Guillaume? Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de paiement différents. Ils ont tous des contraintes. Ils ont tous des avantages, des inconvénients. Donc, soit on va vers un moyen de paiement unique qui s'affranchit de toutes les contraintes et qui rend caduque tout autre moyen de paiement, soit on va vers une combinaison de ces moyens de paiement en fonction de l'usage. Et c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente. Donc, la carte, c'est simple, c'est rapide, mais c'est très vite plafonné. Et c'est là que pour des paniers moyens importants, comme dans l'univers du B2B, le virement prend tout son sens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux, bien sûr, je crois en l'innovation, mais je crois encore plus en l'innovation qui apporte quelque chose pour tout le monde, un vrai win-win, pour le commerçant, pour le consommateur, pour les différents acteurs de l'écosystème du paiement. Donc aujourd'hui, quand on voit que 40% des transactions FinTech effectuées par virement sont des transactions qui rejouent des paiements cartes qui ont été rejetés, qui ont échoué, on voit une vraie complémentarité qui permet à deux acteurs d'apporter une solution au commerçant pour augmenter son taux de conversion et son chiffre d'affaires, qui va également augmenter la satisfaction du consommateur qui va voir son paiement aboutir et qui va pouvoir réaliser son achat. Et donc, je crois que cette logique de win-win doit être appliquée à toute innovation. Ça va être le filtre dans lequel on doit la passer pour voir l'innovation qui a du sens et qui a de l'avenir. Aujourd'hui, le commerçant cherche à réaliser des économies. Le consommateur va chercher des facilités de paiement et une fluidité du parcours client. C'est pour ça que le BNPL, par exemple, le paiement fractionné ou en plusieurs fois, a eu autant de succès. C'est un moyen qui permet au consommateur, pour un panier moyen important, d'échelonner les paiements. Le commerçant, ça lui permet d'augmenter son panier moyen, le taux de conversion et donc son chiffre d'affaires. Donc l'open banking, le paiement par banque, le virement instantané, s'inscrit complètement dans cette logique et vient naturellement compléter le paiement par carte qui représente encore 50-60% des paiements, qui est en plein essor, en pleine croissance, mais qui à un moment a une limite et donc doit se reposer sur d'autres moyens de paiement qui apportent cette innovation. Alors ce qui est juste génial, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J'en ai évoqué un certain nombre dans l'intro. Je pense au champ réglementaire d'une manière générale, mais on peut aussi regarder dans le champ compétitif, dans le champ industriel. L'EPC, le European Payment Council, a lancé la deuxième version du rulebook sur justement toutes les facilités en termes de services APIsés au-dessus de l'initiation de paiement qui est imposée par la DSP2, DSP3, PSR, etc. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus, avec cette nouvelle version, le scheme dont il s'agit a été évalué en termes de coûts de souscription pour l'ensemble des acteurs. Donc c'est une très bonne nouvelle. Hein, ça date de fin novembre, donc c'est quand même pas vieux. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des opérateurs qui se positionnent. Je ne vais pas parler de l'EPI au début de la séance, mais on pourrait en parler, hein, qui est l'initiative d'un certain nombre de grandes banques françaises et de quelques grandes banques en Europe pour être un opérateur de paiement instantané. Donc tout ça va dans le bon sens. Il y a d'autres choses qui vont arriver. On n'a pas parlé de l'euro numérique. On n'a pas parlé non plus de la protection de l'identité. C'est des sujets qui sont importants pour une raison simple, c'est que on en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est toi, Guillaume, qui parlait des données qu'il y a derrière, l'usage des données pour une meilleure réconciliation. C'était aussi ton propos, Sophie. Tout ce qui se passe dans le terreau réglementaire est orienté vers le partage des données personnelles. Pour des questions techniques, métiers, de réconciliation, etc., mais aussi pour des questions d'une meilleure personnalisation de la relation
avec les clients finaux. Donc quand on voit le wallet, enfin l'identité digitale numérique, enfin l'identité digitale d'ailleurs tout court, européenne, pour pouvoir payer au travers d'un wallet, quand on voit l'euro numérique, est-ce que ça, enfin, en 2 mots et pour conclure, est-ce que vous avez, est-ce que c'est des perspectives qui vont renforcer encore l'innovation? Vous avez un avis là-dessus ou c'est trop tôt pour en parler? Je crois que ça reste encore des choses assez prospectives, même si c'est important de regarder ce qui se passe, bien évidemment, et de les analyser. Mais après, quelle que soit l'innovation dont on parle, encore une fois, je raccroche un peu au terrain, ça reste pour quel usage? Et là, je pense que Guillaume l'a bien dit, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, mais en fait, il y a eu des fantasmes, par exemple, sur l'initiation de paiement en disant que ça allait cannibaliser la carte, etc. Non. Non, ça cannibalise pas la carte parce que les gens sont quand même attachés aujourd'hui au paiement par carte. Il y a aussi des avantages à payer par carte. Il y a une facilité d'usage sur certaines typologies d'achats. Voilà, donc, et finalement, nous, on le voit chez FinTecture, on vient être, on va dire, des experts de la digitalisation du virement bancaire. Bon, on vient attaquer quel type d'usage ou de situation? Ça reste les achats qui ne passent pas par carte, ça reste les achats qui se font déjà par virement bancaire aujourd'hui ou les achats qui se font par chèque et qui sont quand même là, pour le coup, peut-être amenés plus à disparaître. Donc, voilà, sauf qu'on vient y apporter une valeur ajoutée dans la qualité du parcours, dans la possibilité aussi de transposer cette même qualité de parcours dans n'importe quel canal d'achat. Ça, je pense que c'est ça les innovations aujourd'hui dont on se parle, qui sont immédiates pour le commerçant, c'est d'être en capacité d'avoir un client qui va avoir la même expérience, que ce soit sur son site e-commerce, que ce soit en magasin, que ce soit chez lui sur son canapé parce qu'il reçoit un lien de paiement et qu'il a envie de déclencher son achat le soir. Que ce soit directement intégré dans la facture, que ce soit sur du paiement comptant, du paiement à échéance. Enfin voilà, c'est tous ces cas d'usage-là qui répondent aujourd'hui aux problématiques du B2C, mais aussi du B2B, parce que le virement, tu l'as évoqué, c'est 90% de paiements dans le B2B qui se font par virement. Donc on vient lever des irritants aussi dans ces parcours B2B. Et je crois que finalement, c'est ça aujourd'hui qui apporte le plus de valeur. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est... les États-Unis innovent, la Chine copie et fait moins cher, et l'Europe réglemente. Et donc c'est très vrai, on fait un peu caricatural, mais c'est quand même très vrai, on l'a bien vu ces dernières années. Nous, on est très fort sur la réglementation, on l'a vu avec RGPD, on l'a vu avec DSP2, et je pense qu'on peut en être très fier, parce qu'à un moment où les technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle explosent et offrent de véritables nouvelles opportunités, il ne faut pas perdre de vue non plus la protection du consommateur avec ses données personnelles, du commerçant avec l'authentification forte et les risques de fraude. Et donc je pense que c'est notre force. Donc moi je trouve que c'est très positif. L'euro numérique et l'avenir, en tout cas en Europe, se joue beaucoup autour de la souveraineté pour garder notre indépendance. Des initiatives comme l'euro numérique, comme EPI, vont dans ce sens et donc j'y crois beaucoup également. Pour qu'on puisse rester indépendant, avoir une certaine liberté d'action et d'initiative et continuer à protéger le consommateur et le commerçant. Merci beaucoup. Sur les US, c'est intéressant de dire ça parce que quand on regarde le bureau de protection des données financières personnelles, ils ont sorti une proposition qui est en cours d'ailleurs de commentaires, si ça vous intéresse, jusqu'à fin décembre, qui est très proche d'une certaine manière avec ce qui est en train de se passer sur l'open finance, parce qu'in fine le combat, enfin l'enjeu maintenant, il n'est plus tellement sur les paiements, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, il reste à mettre en place, à développer, etc. Il est plus sur les cas d'usage, et les cas d'usage, ils vont tourner autour du partage des données personnelles. Donc je suis assez d'accord avec tout ce qu'on s'est dit là. D'ailleurs, les nouvelles réglementations qui arrivent viennent beaucoup encadrer la déclinaison opérationnelle de ces innovations finalement, c'est-à-dire comment on collabore entre FinTech et banque, comment on partage de l'information dans la lutte antifraude, enfin voilà, finalement on vient vraiment plus régenter les opérations aujourd'hui, quoi. Moi je le vois à la commission, on discute beaucoup sur l'IA d'un côté, mais surtout sur la collaboration, la sécurité, mais prioritairement sur les données, sur la protection des données, les problèmes liés à l'usage des données, aussi bien dans les paiements que dans l'IA, que dans les conseils, dans la relation client, etc. Donc beaucoup de choses à se dire. Je crois qu'on va être intarissable si on continue, mais on va se faire, je vais me faire gronder là. Donc merci beaucoup encore une fois et merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé comme nous en tout cas. Au revoir.